Point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de cette émission Point de vue du mercredi 18 décembre, la France va démarrer l'année 2025 sans budget, mais toujours avec une dette et un déficit très élevé. Le gouverneur de la Banque de France a prévenu, si on reste dans le déni budgétaire, c'est l'enfoncement. L'analyse et le décryptage de Denis Ferrand, il est directeur général de l'Institut d'analyse économique Rexecode. Noël, c'est exactement dans une semaine. À quoi ressemblera-t-il pour les chrétiens de Syrie à l'heure où les islamistes ont pris le pouvoir et chassé Bachar el-Assad? Monseigneur Gollnisch sera là tout à l'heure pour nous donner de leurs nouvelles. Il est le directeur général de l'Œuvre d'Orient. L'Œuvre d'Orient, c'est une œuvre catholique qui œuvre depuis 170 ans au Moyen-Orient. Et puis on terminera avec la grotte Chauvet, nichée au cœur de l'Ardèche. Elle a été découverte il y a 30 ans. C'est une découverte capitale dans l'histoire de l'humanité, l'une des plus anciennes grottes ornées du monde. Que nous a-t-elle appris? A-t-elle livré tous ces mystères? On sera avec Pascal Pic, le célèbre paléo-anthropologue. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Denis Ferrand, vous êtes le directeur général de Rexecode. Rexecode, c'est un institut d'analyse économique. On va commencer par cette annonce un peu surprise on va dire, de vendredi dernier. L'agence de notation américaine Moody's a dégradé la note de la France. On est passé de AA2 à AA3 et ça juste après la nomination d'un nouveau Premier ministre, François Bayrou. Comment on explique cette dégradation et ce timing? Alors le timing, je ne pense pas qu'il y ait un timing, une volonté de saluer l'arrivée du nouveau Premier ministre. Je ne pense pas, mais bon, voilà, le message en tout cas est très clair et c'est vrai que le timing pour Moody's, c'était plutôt en janvier qu'ils devaient se prononcer. Ils ont anticipé parce qu'ils ont bien vu que en réalité, on est arrivé dans une situation de blocage qui est surtout une situation où on est obligé de faire un compromis et ce compromis se fait sur le dos des finances publiques. Regardez ce qui s'est passé avant la censure. Au mois de septembre, quand arrive le gouvernement Barnier, le message c'est on va faire 60 milliards d'économies, on va en faire 2 tiers d'efforts sur les dépenses, 1 tiers sur les recettes. À la fin des courses, le texte qui à la fin qui sortait de la commission mixte paritaire, c'était plutôt un texte où on arrivait sur un effort de l'ordre de 40 milliards, avec toujours 2 tiers, 1 tiers, mais en ayant inversé les polarités. C'est-à-dire que le 2 tiers portait sur la fiscalité, le tiers restant portait sur la dépense publique. Et donc ça dit qu'on n'a pas donné des gages de ce que l'on est capable de se mettre au pied du mur. Et que le sujet prioritaire, ce sont les dépenses publiques. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce qu'on n'affronte pas le sujet de dépenses publiques, on le voit comme étant vraiment un sujet qui crispe énormément, là où justement il y a matière à faire une réforme intelligente des dépenses publiques. Juste pour revenir sur cette note, parce que parfois c'est un peu abstrait ces notes d'agences de notation, quelles conséquences ça a concrètement de passer de AA2 à AA3? Ça veut dire quoi? Alors ça n'en a aucune sur les marchés. D'ailleurs, sur les marchés, il n'y a pas eu de réaction depuis cette dégradation. Ça en a, surtout quand on passe de AA2 à AA3, ça n'a pas beaucoup de conséquences parce que vous ne changez pas de catégorie, ce qui aurait été le cas si on avait perdu un des A. Et en fait, Moody's était aussi l'agence parmi les 3 principales, Fitch, S&P et Moody's, était celle qui avait jusqu'à présent la notation la plus élevée pour la France. Donc on a changé dans la catégorie AA, on est passé de 2 à 3, mais on n'est pas passé dans la catégorie A. Là, ça aurait beaucoup plus de conséquences. Parce que quand vous passez d'une catégorie AA à une catégorie A, désolé d'être aussi technique, mais je pense que c'est important. Oui, on a envie de comprendre en même temps. Mais en fait, le détenteur de titres de dette française va devoir provisionner beaucoup plus de capital parce que cette dette est jugée beaucoup plus risquée si on passe de AA à A. C'est moins le cas. C'est un signal de dire attention, vous êtes plus fragile que annoncé. Est-ce que c'est une pression ou c'est une pression, un avertissement pour le
nouveau Premier ministre, ou est-ce que finalement il peut aussi s'en servir pour appuyer justement un budget en faveur d'un rétablissement sain des finances publiques? Oui, enfin la pression n'a pas attendu les agences de notation pour s'exercer. La pression, elle vient en particulier de l'appréciation que se sont formés les marchés des titres de la dette française. Et désormais, le taux d'intérêt sur les emprunts à 10 ans de l'État sont beaucoup plus proches des taux italiens qu'ils ne le sont des taux allemands. Il faut arrêter de se comparer aux taux allemands. En gros, au début de l'année 2024, c'est quand même pas si loin que ça. Au début de l'année 2024, grosso modo, il y avait 90 points d'écart entre le taux italien et le taux français. On est maintenant rendu à 30 points d'écart. Si on avait gardé... Donc c'est nous qui décrochons, c'est pas eux qui... Oui, alors les taux ont baissé, généralement, mais ils ont beaucoup plus baissé chez les Italiens qu'ils n'ont baissé en France, en comparaison avec le début d'année. Et donc ça dit bien que c'est le jugement relatif qui nous est défavorable. On évoquait tout à l'heure, vous évoquiez ce budget de Michel Barnier qui était parti sur 60 milliards. On a vu que ça a été assez détricoté. Est-ce que 60 milliards, atteindre 60 milliards, c'est réaliste ou il faut peut-être revoir ça un petit peu à la baisse? Il faut peut-être l'envisager surtout sur des séquences. C'est-à-dire, c'est pas sur une année. C'est-à-dire qu'il vous a eu pas mal de travaux d'économistes qui ont été faits, qui estiment que il faudrait 150 milliards d'euros pour se mettre sur une trajectoire de soutenabilité de la dette. Mais sans dire que ces 150 milliards doivent être effectués sur un seul exercice. C'est-à-dire, ce qui va compter, c'est le timing. Est-ce qu'il y a de débats entre économistes oui, un peu de l'échelonnement. Est-ce qu'on doit le faire sur 3, 4 ou 7 ans? Vous avez 4 ou 7 ans, c'est là que se fondent les principaux débats. Quand on voit la rapidité avec laquelle s'est dégradé le taux d'intérêt de la France relativement à nos partenaires, il faut probablement le faire plus rapidement que 7 ans. Est-ce que vous pensez que la classe politique a assez conscience de ça, puisqu'il y a quand même beaucoup de détricotage, des amendements votés, notamment par le RN et les FI qui ont creusé aussi le déficit? Je crois que, c'est un peu cette impression qu'il y a encore, cette croyance qu'il y a toujours un trésor caché, qu'il y a toujours une manne cette croyance en France et dans la classe politique et dans l'opinion, non? Oui, tout à fait. Elle est forte. Enfin, elle existe depuis la Révolution. Donc, il y a toujours un trésor caché dans lequel on pourrait puiser. Il y a toujours une spoliation qui est préexistante et donc au creusement du déficit public. Et c'est cette spoliation qu'il faudrait renverser. C'est une représentation qui est très, très inscrite. Le nouveau Premier ministre Bayrou a estimé que les déficits et la dette posent un problème moral. Il fait référence à quoi? Au fait que la dette les intérêts de la dette vont dépasser pour la première fois le budget de l'éducation nationale. C'est ça que ça signifie? C'est surtout pas un problème moral, c'est un problème financier. C'est un problème de responsabilité. Donc ça n'a rien à voir avec la morale. L'économie et la finance se moquent comme d'une ligne de la morale. C'est vraiment une question de est-ce qu'on est toujours en capacité de maîtriser notre destin, de faire des choix. La loi de finances spéciale qui est en discussion actuellement, qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui est au Sénat aujourd'hui. Qui est au Sénat aujourd'hui, effectivement. La loi de finances spéciale, en fait, c'est l'un des meilleurs alibis. C'est-à-dire qu'on reproduit ce que l'on avait voté l'année d'avant, mais ce faisant, ça veut dire qu'on est incapable de faire des choix. Ce qui est important dans les finances publiques, c'est surtout de pouvoir à la fois maîtriser, garder la maîtrise sur la dérive de celle-ci, et surtout, c'est un levier par lequel on acte les choix politiques que l'on peut faire. Là, passer en loi de finances spéciale, c'est le non-choix par excellence, et c'est aussi l'absence d'exécution de choix antérieurs. Prenez l'exemple de la loi de programmation militaire. Celle-ci devait monter en cadence pendant plusieurs exercices. Or, comme la loi de finances spéciale conduit à reproduire à l'identique les derniers services votés, ça veut donc dire que la montée en cadence de la loi de programmation militaire ne se fera pas. Est-ce que c'est quelque chose que l'on a choisi? Non, c'est quelque chose que l'on subit parce qu'on a un blocage parlementaire. Il faut reprendre notre destin en main, c'est ça votre message. À propos de croissance, la Banque de France a baissé sa prévision de croissance. On est passé de 0,9%, avant on était à 1,2%. C'est évidemment inquiétant. Oui, c'est en lien avec le climat politique actuel. Oui, tout à fait. L'INSEE est allé dans le même sens en donnant une hypothèse. Alors, il ne donne pas une hypothèse de croissance sur l'ensemble de l'année 2025, mais la trajectoire qu'ils décrivent ne nous amène pas sur un niveau très élevé de croissance, plutôt du 0,6, 0,7. À Rexecode, nous retenons 0,5 de croissance pour l'année prochaine. Donc, oui, il y a un effet de l'incertitude qui est majeur. Et cette incertitude, elle se traduit par quoi? Elle se traduit par deux postes principaux. Un
qui a déjà commencé à reculer, c'est l'investissement des entreprises. On est à moins 3% sur un an au troisième trimestre et ça va continuer à reculer. 2, les embauches. Le flux d'embauche, pour l'instant, il est encore assez élevé. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'embauche qui s'effectue dans le pays. On est sur des niveaux qui sont comparables à ceux que l'on avait en 2019. Donc c'est encore solide, hein, si vous voulez. Mais c'est en train de fléchir très fortement. On a interrogé des patrons de PME il y a de cela un mois et demi, sur ce qu'ils faisaient de leur projet d'investissement et de leur projet d'embauche. Ils avaient préalablement la crise politique. En fait, vous n'en avez plus qu'un tiers qui déclarent maintenir les projets d'investissement que vous avez préalablement et 46% qui déclarent maintenir leur projet d'embauche. Le reste disent je reporte ou j'annule purement et simplement à hauteur de 20%. Oui, ils ont besoin tout simplement d'éclaircissement, d'horizon, on est en plein brouillard et c'est ce qui les paralyse quelque part, c'est ça? Tout à fait. C'est vrai qu'ils détestent quand même l'incertitude et là, on est sur des allers-retours en termes de fiscalité qui ne vous permet pas d'anticiper véritablement ce qui va se passer. Ils ont besoin d'une forme de stabilité et surtout d'une forme de prévisibilité de ce qui va se passer. Là, on est aux antipodes. On est dans le brouillard. Le MEDEF et la CPME, elle, avaient alerté il y a quelques jours en disant on est rentré en légère récession. Vous partagez, vous, cet avis? On est en légère récession ou pas encore? Alors, si on prend une casquette qui est strictement d'un économiste, non, on n'est pas en récession parce qu'on n'a pas de contraction de niveau du PIB, parce qu'on n'a pas de recul de l'emploi. Pour l'instant, l'emploi, il continue de progresser. Sur un an, on est à 0,2%. Et en fait, vous avez plusieurs critères qui vous permettent de qualifier de récessive la situation économique. Et donc, c'est le PIB, c'est l'emploi, c'est le volume d'heures travaillées, mais c'est aussi l'investissement dont on parlait à l'instant, le taux d'utilisation des capacités de production. Ces deux indicateurs-là sont passés dans le rouge. Donc, on n'est pas d'ores et déjà techniquement dans une situation de récession, mais en général, on sait toujours avec retard, mais les indicateurs un peu avant-coureurs de ce qu'est une récession, notamment l'investissement, nous dit qu'on en est quand même à la lisière. Alors, il y a quelques bonnes nouvelles. La première, c'est que l'inflation, ça y est, c'est derrière nous? Oui, mais de toute façon, quand l'activité ralentit, c'est le germe inflationniste qui s'atténue, qui sera corni. Donc oui, l'inflation est a priori rentrée dans ces ordres de grandeur assez habituels. D'ailleurs, l'INSEE, je crois, table sur une inflation qui serait simplement de 1% en juin 2025, quand on la regarde en variation sur un an. Donc, oui. C'est toujours bon à apprendre. Alors, il y a un autre point positif, c'est l'épargne des Français. Les Français ont beaucoup d'épargne. Je crois que c'est 18% de leurs revenus disponibles, c'est ça, qui part dans l'épargne. Ça représente 4 500 milliards, c'est bien ça? Alors, ça dépend que si on regarde en stock ou en flux. C'est-à-dire que, alors je vais faire le calcul de tête devant vous, c'est toujours un exercice périlleux, mais vous avez un revenu qui est de 1600 milliards à peu près, donc on en fait 20%, donc ça vous fait 320 milliards d'épargnés chaque année. Un argent qui dort mais qui serait utile. Vous, à Rexecon, notamment votre vice-président, Michel Sicurel, avait proposé l'idée de mobiliser cet argent pour investir, financer des projets d'industrie, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais avec notamment un enjeu qui vient aussi se reconnecter avec l'enjeu de la retraite. Parce que quand vous regardez qui est-ce qui détient cette épargne, c'est plutôt chez les personnes les plus âgées. Le taux d'épargne d'un retraité est plus important que le taux d'épargne d'un actif. En gros, il est de 25% pour un épargnant retraité, enfin pour un retraité, quand il est aux environs de 15% pour un actif. Et donc vous avez, comme sur l'année 2024, ce qui a soutenu le revenu, c'est notamment l'augmentation des prestations de retraite avec le rattrapage de l'inflation du passé, vous avez une très forte contribution des retraites à l'augmentation du revenu. Et donc une très forte augmentation du taux d'épargne se faisant. Or, cette épargne, elle se retrouve sur des livrets, elle se retrouve sur des fonds en euros qui rapportent moins que l'inflation. Et donc, c'est une épargne qui, au total, est assez peu activée. Et il nous semble que aujourd'hui, alors qu'on a un débat sur les retraites qui est quand même extrêmement intense, une réponse qui consisterait à réserver l'indexation des retraites aux petites retraites, mais de donner les canaux qui permettent aux retraités plutôt aisés ou aux retraités moyens d'avoir une activation peu risquée
de leur épargne en l'orientant plus fermement vers des fonds propres peut être une manière à la fois de répondre à l'attente de la part des retraités d'avoir une augmentation de leurs revenus et à canaliser cette épargne à destination du financement de l'activité, à destination du financement des entreprises. Et c'est un sujet dont les politiques, vous sentez qu'il y a une appétence de se saisir de ce sujet ou vous êtes Oui, je pense en tout cas ils sont assez conscients de ce que le système de retraite uniquement par répartition ne peut pas tenir la distance très longtemps. Et inévitablement, à un moment ou à un autre, on entrera sur une dose de capitalisation. Et là, c'est une des manières d'entrer sur la retraite par capitalisation en assurant une progression du revenu aux retraités parce que ce revenu viendra non pas de la distribution de prestations, mais il viendra plutôt de la progression de leur revenu financier. Juste pour terminer, effectivement, donc nous sommes dans un immobilisme, on attend un prochain gouvernement. En attendant, autour de nous, le monde continue de vivre et d'investir. Les États-Unis, les Chinois ne nous attendent pas et continuent. Il faut regarder à l'extérieur et ne pas se faire doubler. Non, mais en fait, il faut arrêter. Il faut sortir de déjà doublé, quoi. Voilà, il faut sortir de nos stricts débats franco-français et même européens. En fait, l'Europe est vraiment dans un étau avec l'augmentation très forte de la compétitivité chinoise dernièrement, notamment au travers de subventions de son industrie. Et d'autre part, l'étau américain, la mâchoire américaine de l'étau, c'est l'attractivité très forte de l'investissement sur son territoire. Et l'Europe est au milieu. Elle regarde passer les trains. Il en va de la survie quelque part de l'Europe en tant que puissance. On a vraiment un sujet qui est très fort, qui doit être mobilisateur. Arrêtons d'avoir notre épargne qui file vers les États-Unis, financer des investissements qui vont venir laminer nos activités sur notre territoire. Enfin, on marche un peu sur la tête quand même. Merci Denis Ferrand. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut d'études économiques Rexecode. Merci d'avoir été avec nous. La chute de Bachar el-Assad en Syrie est vécue comme une libération pour tous les Syriens, parmi eux des chrétiens soulagés, mais qui restent méfiants face aux nouveaux maîtres du pays, des islamistes. Avant que Monseigneur Golnisch me rejoigne en plateau, je vous propose de les écouter. نحن معنا أقليات، نحن مكون أساسي بالبلد، نمارس حياتنا طبيعية، ما حدا يتدخل فينا، نضل بحياتنا الطبيعية مثل ما كنا وأكثر إن شاء الله، ونحن شعب واحد إخوة بإذن الله، ما في شيء بيفرقنا، نحن دائما إيد واحدة وبدنا نعمر هالبلد سوا وإن شاء الله الكل بيرجع على البلد. أتمنى سوريا دائما تخلص من كل المشاكل، تخلص من كل الحروب، تخلص من كل الحصار اللي كنا عايشين فيه. يا رب نحن دائما بنتمنى وبشفاعة طفل المغارة بمناسبة قدومه نولد من جديد، وبنتمنى يا رب الجميع يعم عليه الخير والبركة ودائما الحرية للجميع. دائما نحن إيد واحدة بنعمر البلد. Monseigneur Golnisch, vous êtes le directeur général de l'Œuvre d'Orient. L'Œuvre d'Orient, c'est une association catholique qui œuvre auprès des communautés chrétiennes d'Orient depuis 170 ans. Vous apportez notamment votre soutien dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture. Et vous êtes présent dans 23 pays, c'est bien ça ? C'est bien ça, on est aux côtés des communautés chrétiennes pour l'exercice de leur mission. Pas simplement pour elles-mêmes, mais pour leurs écoles, leurs hôpitaux, etc. Le 8 décembre, depuis le 8 décembre, c'en est fini de Bachar el-Assad en Syrie. Est-ce que la communauté chrétienne syrienne a eu des contacts, des rencontres avec les nouveaux maîtres des lieux qui sont les islamistes du groupe HTC ou HTS, si on le dit en anglais ? Oui, il y a eu des rencontres dans les grandes villes de Syrie, à Alep, à Homs et à Damas, des rencontres avec les évêques. Et donc, voilà, à la fois les évêques ont exprimé leurs souhaits, peut-être même leurs craintes, parce que ces nouveaux venus sont connus. Ils étaient les maîtres de ce qu'on appelle la zone d'Idlib. Qui est dans le nord-est de la Syrie, où ils ont gouverné la région. Il y avait une paroisse catholique, notamment, qui pouvait célébrer le culte, mais qui était tout de même
un petit peu réfréné dans ces libertés telles que nous les connaissons. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça a duré 7 ans, hein, de 2017 à maintenant, la présence des islamistes à Idlib, là où il y a une communauté chrétienne. Concrètement, comment les chrétiens pouvaient vivre leur foi? Est-ce que les messes étaient célébrées? Est-ce que les cloches pouvaient sonner? Alors, comment s'est passée cette cohabitation avec les islamistes, cette expérience? D'abord, ils pouvaient être chrétiens. C'était pas un délit d'être chrétien. Ensuite, les messes étaient célébrées, en effet, mais guère au-delà. Et autant que je le sache, les cloches n'étaient pas sonnées. Alors, ça peut paraître un petit peu... peut-être un détail, les cloches. Je vois même en France, il y a des gens qui se plaignent d'être réveillés par les cloches. En réalité, ça fait partie des libertés symboliques. C'est-à-dire, dans un pays où les cloches ne peuvent pas être sonnées, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas dans la vie sociale la présence des chrétiens. Donc, c'est très important. Voilà. Nous avons, puisque c'est à la mode en France, quelques lignes rouges sur cela. Il y a les cloches. Il y a que les femmes chrétiennes n'ont pas à avoir la tête couverte. Ce n'est pas une pratique parmi les chrétiens. Donc il n'y a aucune raison qu'on leur impose une règle. Et c'était le cas là à Idlib, par exemple, les femmes chrétiennes devaient porter un voile pour un circuler. Peu quand même, oui, pour circuler. Pas dans l'église, mais un peu pour circuler. C'était une obligation ou une recommandation hautement... Écoutez, il n'y a pas eu, autant que je le sache, d'actes de répression, vous voyez, de violence. Voilà. Mais de toute façon, ce qui était possible pour la poche d'Idlib, qui est une petite région, ne peut pas être envisagé pour l'ensemble de la Syrie, qui est un vaste pays. Il faut bien comprendre que la Syrie a une histoire, elle a une culture. C'est là que l'Église est née quasiment. Oui, il faut elle est née rappeler effectivement à Jérusalem avec la Pentecôte. Mais enfin, la première communauté chrétienne, très vite, c'était à Damas. Et Saint Paul s'est converti en allant à Damas, d'ailleurs pour persécuter les chrétiens. Pour les chrétiens, la Syrie fait partie de la Terre Sainte, hein. C'est 2000 ans de présence oui, bien sûr. C'est 2000 ans de présence chrétienne, notamment à Damas et puis Antioche aussi, qui était le grand port syrien à l'époque, avant que les Français n'éprouvent le besoin de donner ça à la Turquie. C'était le port syrien où pour la première fois, les disciples de Jésus reçurent le nom de chrétiens. C'est pas rien. Et la communauté chrétienne à Antioche, elle a été fondée par Saint-Pierre. Avant d'aller à Rome, il a créé... Voilà. Donc tout ça n'est pas rien. Alors, aujourd'hui, sur Damas, l'enjeu est bien que les chrétiens puissent vivre comme des citoyens à part entière. Il n'est pas question qu'il y ait un retour à la dimitude qui n'existait plus déjà depuis très longtemps en Syrie. La Syrie n'était pas un pays de dimitude. La dimitude, c'est l'impôt, c'est ça? Non, la dimitude, c'est le fait d'être des citoyens de deuxième zone. Une seconde zone? Donc n'ayant pas la pleine citoyenneté. Et donc, effectivement, souvent, ça s'est traduit par un impôt particulier, qui était parfois très lourd. Donc les chrétiens sont depuis très longtemps des citoyens à part entière de la Syrie, et ils doivent disposer des droits de tout citoyen, et la Syrie ne peut pas se construire sans le respect de la diversité religieuse qui existe en Syrie. Encore une fois, on ne peut pas faire en Syrie ce qui a été fait à Mossoul ou dans la poche d'Idlib. Il faut que ce soit beaucoup plus intégratif, beaucoup plus consensuel. Je crois que ce que je persiste à appeler peut-être à tort la communauté internationale y est extrêmement attentive. Et voilà. Alors, quels sont les premiers justement mots des nouveaux dirigeants du pays aux évêques qui les ont rencontrés? Est-ce qu'ils ont été rassurés? Est-ce qu'ils restent encore méfiants? Quelles sont les paroles? Les paroles étaient rassurantes, que bien sûr les chrétiens seraient respectés, que voilà, il y aurait la liberté de culte, la liberté, parce que c'est pas que la liberté de culte que réclament les chrétiens, ils usent des droits déjà d'avoir des écoles, d'avoir des hôpitaux, d'avoir des œuvres. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous les aidons, encore une fois. Donc il faut qu'ils continuent à pouvoir disposer de ce droit, d'exprimer publiquement leur foi. Ils ont le droit aussi d'exprimer leur foi dans la vie sociale, comme dans tout pays démocratique. Donc ça, nous serons très attentifs à cela.
moyennant quoi les chrétiens ont dit leur disponibilité pour contribuer à la reconstruction. Nos équipes sur place, car nous avons des équipes, nous n'avons jamais voulu, à la différence d'autres, envoyer de gens à demeure en Syrie. Parce que envoyer des gens à demeure en Syrie, forcément, implique de se lier avec le pouvoir politique en place. Ça donne une certaine liberté de pensée, d'action. Nous n'avons jamais voulu avoir de contact avec les autorités en place, ce qu'on appelle le régime du temps du président Bachar. Moi, je suis prêtre, je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne, mais nous ne voulions pas avoir de contact avec les représentants du régime du président Bachar. Donc, pour cela, il ne fallait pas envoyer de gens à demeure. Et ceux qui ont envoyé des gens à demeure ont été assez irresponsables pour la sécurité des gens qu'ils ont envoyés, d'autant qu'ils ont envoyé des gens dans un pays où il n'y a pas de consulat français. Il n'y en a plus. Oui, on peut le regretter, on peut en penser ce qu'on veut, mais quand il n'y a pas de consul, ça veut dire que la sécurité n'est pas assurée. Parce que si un Français a un problème parce qu'il est à l'hôpital ou parce qu'il est en prison, c'est le consul qui vient vous chercher. Rendons hommage aux tâches des consuls français à l'étranger. Envoyer des gens dans un pays où il n'y a pas de consul français, c'est irresponsable. Donc nous n'avons jamais voulu avoir de gens sur place. En revanche, nous avons des équipes, et moi-même, qui avons regardé de très près la situation en venant une semaine, 15 jours sur place pour développer nos contacts avec le soutien, je dois le dire, d'un certain nombre de structures du Quai d'Orsay qui nous encourageaient et parfois nous finançaient dans l'action humanitaire. Pas dans la reconstruction, pas dans le soutien au pouvoir en place, mais dans l'action humanitaire au service de la population syrienne. Ça a été fait dans la discrétion, mais cela a été fait. Je tiens à rendre hommage à cette action du Quai d'Orsay qui, de manière extrêmement discrète, a agi pour aider la population syrienne. Comment les chrétiens syriens vivaient sous le régime de Bachar el-Assad? La guerre civile les a fait fuir en grande partie. Et combien reste-t-il d'ailleurs de chrétiens en Syrie? Alors, d'abord, les chrétiens, il faut faire des distinctions. Bon, il y a des catholiques, il y a des orthodoxes, il y a quelques protestants, et même chez les catholiques, il y a différentes églises. Il y a des arméniens, il y a des maronites, il y a des chaldéens, il y a des syriaques, il y a des latins, il y a des grecs melkites. Donc, vous voyez, tout ça est assez différent. Au sein même d'une église, tous ne sont pas forcément du même avis, parce que on déplore parfois le manque de diversité, et puis dès qu'on veut savoir quelque chose, on s'adresse à un patriarche pour savoir ce que pensent les chrétiens de son église, comme s'il était le guide politique de sa communauté. Donc, il faut sortir de cette illusion. Les chrétiens ont des avis divers et vivaient des situations diverses. Indiscutablement, il y en avait qui étaient proches du régime, peut-être de manière excessive, et c'est pas faute de les avoir mis en garde. Mais d'autres ont fui la Syrie. Notamment, ne voulaient pas participer à l'action de l'armée du régime. Voilà. Ils sont combien aujourd'hui les chrétiens d'Orient, les chrétiens syriens? C'est un peu difficile de faire des statistiques dans la situation actuelle, mais on peut imaginer que peut-être ils sont 150 000. Et combien sont partis pour qu'on se réalise Combien sont partis? 300, 400 000. 300, 400 000 partis, restent 150 000 chrétiens. Mais certains sont partis au Liban, ils reviendront. D'autres reviendront sans doute pas tout de suite, voire pas du tout. Il faut penser aussi qu'il n'y a pas que les chrétiens qui partent. On n'est pas dans une situation où les chrétiens fuient et puis, je ne sais pas, les musulmans restent. Ceux qui sont le plus partis, ce sont les musulmans. Oui. D'ailleurs, en Syrie, ils sont en Turquie, ils sont... Voilà, ils sont plusieurs millions. 3 millions. Et ils sont sans doute plus d'1 million au Liban. Ce qui fait que ce changement en Syrie devrait permettre à terme le retour des réfugiés syriens au Liban. Et ce sera quand même un soulagement pour l'économie libanaise et je dirais même pour la société libanaise, parce que c'est un petit pays, le Liban, qui a déjà plusieurs centaines de milliers de réfugiés palestiniens, qui avait plus d'1 million de réfugiés syriens. Donc si ça se passe bien, voilà. Donc il y a certainement
pour la Syrie à réfléchir sur le modèle de société. Soit il y a un modèle ouvert qui fait que les puissances occidentales peuvent venir et participer à la reconstruction, soit on prétend instaurer un califat, et ça ne pourra pas tenir. Parce que la Syrie, c'est pas Mossoul. La Syrie, c'est un grand pays avec, une population qui est formée, qui a un niveau intellectuel élevé, qui a une diversité, qui est habituée à respecter ces communautés religieuses. À cohabiter, c'est ça aussi, avec différentes communautés. On ne pourra pas simplement imposer un point de vue unique en Syrie, ça ne pourra pas le faire. Oui. On pourrait imaginer aussi des ministres chrétiens dans le futur gouvernement. Je crois avoir lu qu'il y aurait des élections à partir... Enfin là, il y a un gouvernement intérim jusqu'au 1er mars et HTS, le groupe qui dirige actuellement la Syrie, envisage des élections. Donc j'imagine que vous êtes attentif à ces dates-là. Il y aura d'abord une nouvelle constitution et ensuite de nouvelles élections. Donc évidemment, nous regardons ça de près, mais nous essayons de travailler avec les évêques de Syrie et les chrétiens de Syrie, il y a des laïcs aussi, il n'y a pas que les évêques, à ce qu'ils expriment un projet pour la Syrie. Pas simplement un projet pour les chrétiens, pour le petit camp chrétien face à la Syrie, mais... Ce sont d'abord des Syriens, voilà. C'est ça. Qu'est-ce que les chrétiens proposent à la population syrienne comme perspective d'avenir? Et je crois que les chrétiens sont ceux qui ont une réflexion, qui ont une vision, qui ont une visée, et qui peuvent partager avec l'ensemble de la population. D'ailleurs, je pense qu'une partie importante de la population attend ça des chrétiens, parce que les chrétiens ont une certaine expérience, ils ont une certaine ouverture internationale. Donc ils peuvent avoir des propositions pour la Syrie dont la population pourra s'emparer si elle le désire. Vous allez vous rendre prochainement en Syrie. C'est un projet que... Alors j'ai déjà des collaborateurs qui y sont. C'est ce que vous disiez. Certains d'ailleurs ont contribué à organiser la venue des 4 diplomates qui, avant-hier, est venu à Damas. Pour la réouverture, c'est ça, de l'ambassade de France. Alors pas complètement la réouverture de l'ambassade, mais au moins la réouverture technique. C'est-à-dire, il devait sûrement y avoir pas mal de poussière. Voilà. Et on élevé le drapeau français, ce qui tout de même est un beau symbole. Après ça, la réouverture diplomatique prendra peut-être plus de temps, mais précisément doit s'accompagner d'une meilleure compréhension du projet pour la Syrie. On ne peut pas rouvrir l'ambassade sur n'importe quelle condition. Il faut vraiment qu'il y ait des signes d'ouverture de la part des nouveaux responsables. Noël, c'est exactement dans une semaine. Ça signifie que ce Noël-là aura forcément un goût un peu particulier pour vous, pour ces chrétiens de Syrie. Peut-être voilà, quelque chose, une nouvelle page est en train de s'écrire sous nos yeux. Oui, vous savez, Noël, c'est très important en Orient. Et souvent... on se visite à Noël. Par exemple, les orthodoxes vont visiter les catholiques. Quand c'est les catholiques, c'est Noël. Vous savez, il peut y avoir un décalage de date. Un calendrier un petit peu différent. Voilà. Oui, et inversement, les catholiques vont visiter les orthodoxes quand c'est eux qui fêtent Noël, mais aussi les responsables musulmans viennent voir les évêques, les patriarches, voire même les paroisses pour féliciter les chrétiens pour cette fête de Noël. Vous savez que, par exemple, en Irak, le gouvernement a décidé, après la visite du pape, que Noël serait un jour férié pour tous les Irakiens. Et même chose en Jordanie. Donc vous voyez, ce n'est pas rien. Noël est reconnu comme une fête. Je rappelle que Jésus et Marie ont leur place dans le Coran. Et donc, c'est reconnu comme une fête avec généralement des marques d'amitié vis-à-vis de la communauté chrétienne dans son ensemble. Ce Noël, dans une semaine, aura vraiment un goût très particulier pour vous, je n'imagine pas qu'on célèbre Noël en Syrie sans sonner les cloches. Vous voyez, ce serait un terrible recul pour la Syrie, pas simplement pour les chrétiens. Oui. Vous savez, les chrétiens, ils peuvent célébrer sans les cloches. Mais pour la Syrie dans son ensemble, ce serait un grand recul.
Merci d'avoir été avec nous. Ceux qui veulent aider les chrétiens d'Orient peuvent adresser des dons. On trouve toutes les informations, c'est sur votre site œuvre-orient.fr. Et puis je signale à lire dans le Figaro magazine de vendredi le reportage de Guillaume de Monjou. Elle est allée à la rencontre des chrétiens d'Orient au Liban et en Syrie. Vous avez la couverture sous les yeux. Vous vouliez rajouter un dernier mot? Je voulais féliciter le Figaro et la journaliste en question, bien sûr, d'être allé très vite à Damas. C'était courageux et c'est formidable. Donc un reportage à lire vendredi. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Gollnisch. Merci. Et joyeux Noël à vous. Oui. Il y a 30 ans, la découverte de la grotte Chauvet en Ardèche bouleversait le monde entier. C'est une des grottes une grotte ornée les plus anciennes. Elle date de 36 000 ans avant notre ère. Des centaines de figures d'animaux dessinées de façon magistrale. Un trésor inestimable. Chauvet est l'un des plus anciens sanctuaires actuellement connus de l'art préhistorique. C'est un sanctuaire qui date de l'Aurignacien, en ce qui concerne les dessins qui sont derrière moi, c'est-à-dire que ça correspond à la plus ancienne civilisation actuellement connue qui est sur le territoire européen. Ils sont venus donc dessiner ici avec des techniques qui sont tout à fait originales à la grotte Chauvet, notamment vous avez la présence de l'estompe. Vous avez également les notions de profondeur qui sont indiquées. Et puis, vous avez des animaux assez rares que nous n'avons pas l'habitude de voir ailleurs dans les cavités, notamment les rhinocéros que vous avez en bas. Il y a 30 ans, exactement, le 18 décembre, Pascal Pic, le 18 décembre 1994, on découvrait la grotte Chauvet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances de cette découverte ? Vous savez, notre discipline est dite une discipline de faible occurrence. On n'a pas beaucoup d'éléments, et donc on a besoin des amateurs, et on a besoin, en l'occurrence, des spéologues. Et en l'occurrence, c'est un groupe de personnes, dont Jean-Marie Chauvet, qui m'a donné son nom, qui circulait comme ça du côté de Vallon-Pont-d'Arche, dans ces reliefs absolument superbes. Il voit une petite ouverture, une fente, une faille, en l'occurrence dans le massif, et c'est là qu'ils y pénètrent, avec bien des péripéties par la suite, à la fois sur le plan judiciaire, autre, mais qu'importe. Mais ils y sont allés, et c'est une découverte absolument superbe, et qui va, comme vous l'avez dit, nous surprendre, parce que ça va complètement mettre par terre cette idée complètement crétine, d'ailleurs, pardonnez-moi d'être brutal, qui nous vient du 19e siècle, comme quoi il y aurait une espèce d'évolution linéaire, hiérarchique de l'art, et d'un seul coup, la plus ancienne grotte ornée sublime complètement une perspective et une maîtrise des arts, notamment la perspective, vous vous rendez compte, et avec donc une maestra dans les techniques de l'art, qui fait que ça fait complètement tomber par terre ces conceptions hiérarchiques, enfin l'idée d'homme préhistorique ou de la femme préhistorique complètement caricaturale s'écroule. Et c'est d'autant plus troublant d'ailleurs que par la suite, d'ailleurs aujourd'hui, vont arriver des études, parce qu'on ne savait pas en 1994 que nos origines, à nous, sont africaines. On commençait à le savoir, mais ce n'était pas bien établi. Donc se pose la question de savoir, tiens, comment ces homo sapiens que nous sommes, vous et moi, à peine arrivés des terres africaines, se mettent à dessiner, c'est ça ? À dessiner. Ben non, mais en fait, ça veut dire que ça vient d'ailleurs. Et là, mais on n'a pas de traces ailleurs. Parce il y a tellement de techniques, il y a une telle maîtrise dans les figures. En fait, c'est d'ailleurs aussi une grotte qui a une particularité avec un très grand nombre d'animaux présentés, notamment les félins. Ce qui n'est pas le cas si on pense à Altamira, qui est beaucoup plus récente. Parce qu'effectivement, la grotte Chauvet, c'est un bestiaire incroyable. Il y a beaucoup d'animaux de dessinés, notamment des lions, c'est ça ? Il y a beaucoup de félins, ce qui est plutôt rare, en général, oui. Mais des félins, ça voulait dire que les félins étaient présents sur place, en fait. Oh là là, oui, il y avait les lions des cavernes, il y avait des panthères, il y avait de quoi vous faire bouffer tranquillement en vous baladant à la chasse. Sauf que l'homme est un gros prédateur, là, même les prédateurs se méfient. Mais on n'imagine pas la biodiversité, pour employer un terme d'aujourd'hui, qu'il y avait à cette époque-là, à travers les mammouths, les bouquetins qui sont représentés. On a aussi des aurochs. Enfin, tout ça, c'est très diversifié. Et d'une manière générale, plus vous avez de félins qui sont, comme on sait, en haut des chaînes écologiques,
plus vous avez de félins, donc ça veut dire en dessous, vous avez une très grande diversité. Donc là, il faut imaginer donc ces hommes et ces femmes qui sont arrivés d'Afrique depuis quelques milliers d'années, mais ils n'ont pas laissé tous leurs souvenirs comme ça en franchissant les portes de l'Europe, qui découvrent ces nouvelles faunes. Donc je pense qu'il y a une part de fascination, mais derrière des techniques. Vous savez, c'est une énigme. Hein. On ne sait pas comment ils apprenaient à faire ça d'un coup. Quoi. Il y a une maîtrise absolument incroyable. Parce que donc la technique, c'est quoi, du charbon, du bois brûlé finalement, c'est ça? Oui, c'est ça, charbon de bois. Il y a de l'estompe, il y a de l'ocre. Ils ont préparé aussi les surfaces, d'une manière ou d'une autre. Il y a des figures absolument incroyables. Il y a un moment, on voit à la grotte Chauvet un espèce d'excroissance osseuse qui fait penser à une colonne, si vous voulez, qui est un petit peu phallique dans sa forme. Et là, vous avez la représentation des cuisses et des sexes féminins à côté d'un bison qui se retourne, c'est absolument sublime. Donc là, je veux dire, faire des choses comme cela, ça veut dire qu'ils avaient des représentations du monde extrêmement complexes. La grotte Chauvet, d'un point de vue technique, alors on peut parler effectivement d'une évolution des techniques dans l'art, mais pas des représentations de l'art. C'est pas du tout la même chose. Et donc là, à l'époque, effectivement, il y a beaucoup de techniques qui ensuite vont devenir beaucoup plus élaborées. À Lascaux, par exemple, il y aura beaucoup plus de couleurs. Alors, il y a une différence entre Lascaux et la grotte Chauvet. La grotte Chauvet, c'est 36 000 ans, c'est ça, avant nous. Lascaux, c'est 18 000 ans. Hein. Absolument, 17-18 000 ans. D'écart entre... il y a plus d'écart, c'est ça, entre nous et oui, c'est ça. Chauvet, c'est ça. J'aime dire ça. Il y a autant de temps entre Chauvet et Lascaux et le centre Pompidou. C'est vertigineux. Et ça vous donne un petit peu l'idée de l'ampleur des durées sur lesquelles nous sommes. La grotte Chauvet, c'est d'abord un sanctuaire pour l'art. Elle servait d'abord à ça, à dessiner. On connaît la destination exacte, l'objectif, le but de cette grotte. On pense à Notre-Dame où effectivement les croyants venaient régulièrement ou viennent toujours régulièrement. Là, pas du tout. C'est une grande question. On a quelques traces de pas, comme vous le savez, à Chauvet. Les archéologues ont constitué qu'il y a eu 2 périodes de fréquentation de cette grotte. Et à partir de là, reste tout ce mystère. Donc pourquoi concevoir quand même des œuvres aussi magistrales, parce que ça a pris du temps de réaliser quand même tout cela, sans que ce soit régulièrement visité ou autre. Ça reste une des grandes questions que nous nous posons, sachant qu'effectivement, ce qui a été conservé, c'est ce qui est à l'intérieur, ce qui est dans la terre, mais que la plus grande partie, certainement, des œuvres étaient en extérieur, sous les porches ou les avancées des grottes. Et qu'on n'en a pas de traces. Et ça, on n'en a pas de traces. Ça peut comme une espèce de crypte. Vous voyez, les cryptes, on n'y va pas tout le temps. Quand on va dans une cathédrale ou une grande église, on est là avec l'assemblée, la religion s'est reliée. Par contre, on va rarement dans les cryptes à certaines occasions. On peut concevoir quelque chose de cet ordre, Oui, Chauvet a été particulièrement préservé, puisque fermé pendant des milliers d'années aussi, c'est ça. Absolument. Et la grande chance, c'est quand, en raison des fluctuations climatiques, notamment les aires glaciaires, eh bien, ça provoque des effondrements, et cette grotte a été fermée hermétiquement. Et souvent, vous savez, Lascaux, c'était pareil, et même Altamira d'ailleurs, sur les 3 chapelles sixtines de la préhistoire, comme on les appelle. Dans les 2 premiers cas, ça a été un chien qui se baladait comme ça avec des chasseurs, Altamira et Lascaux. Et là, ce sont des spéléologues, évidemment, nous sommes une autre période, mais néanmoins, ça veut dire des circonstances, on va dire, qui ne sont pas liées complètement au hasard, mais avec quand même assez opportunistes. Vous vous souvenez, vous y êtes allé à la grotte Chauvet J'ai visité, je ne suis pas un spécialiste de l'art préhistorique, donc je n'ai pas eu le privilège d'aller dans la grotte Chauvet, mais j'ai vu Chauvet 2, oui. Vous êtes allé vous êtes allé dans la réplique, c'est ça? La réplique, absolument. D'accord. Une réplique qui est assez extraordinaire. Comment vous la jugez, vous, c'est superbe, comme Lascaux 4, comme Altamira, donc là aussi, on a un magnifique travail technique de la part d'artistes, et puis surtout, on a eu Lascaux 2 à une époque, et puis le Lascaux 4, évidemment, bénéficie des avancées technologiques absolument extraordinaires, de la reconstitution 3D, numérique. Oui, c'est très très bien fait. Et moi-même, je connais pas toutes les grottes, loin de là, mais franchement, même Lascaux 2, quand même, Lascaux 2, c'était une petite réplique. La première fois que je suis rentré là-dedans, vous avez un frisson, vous le sentez sur vous. Alors la grotte en elle-même, évidemment, c'est autre chose encore, mais néanmoins, même si ce sont des facsimilés, pour ceux et celles qui hésitent, vous aurez ce frisson de toute manière. Comment vous expliquez justement
cette popularité des grottes, cet attrait du public pour ces hommes si loin de nous, peut-être parce que si loin mais si proches finalement, c'est ça ? Hommes et ces femmes. Et ces femmes. Oui, ils étaient aussi intelligents que nous. Alors, je veux dire une chose. Un jour, j'avais demandé dans un livre illustré d'avoir un homme et une femme qui peignent Lascaux. On ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes ou des femmes. Et là, je reçois une esquisse où là, c'est l'homme qui peint et la femme qui pile les pigments. Je dis, là, il faut quand même arrêter les bêtises. Et la femme qui avait reconstitué Lascaux 2 en l'occurrence, disait oui, c'était une œuvre féminine, ce qu'on ne peut pas prouver. Mais néanmoins, ça réinterroge complètement certains fondements de nos sociétés dans le rapport à la créativité, par rapport aux gens, et puis aussi, voilà, des cadres absolument magnifiques. Ce sont des ambiances absolument superbes dans lesquelles vous êtes imprégné. Et puis, comme le disaient les artistes contemporains, ont été fascinés par ces arts préhistoriques. Nous autres, enfin, nos grands prédécesseurs, s'interrogeaient sur savoir est-ce que c'est de l'art ou pas. Mais au même moment, les Picasso, les Mac Ernst, les Klee, les Moore, etc., tous les grands artistes contemporains, qu'ils soient sculpteurs, peintres, eh bien, ont parfaitement compris que c'était une histoire, une permanence de l'art. Donc en fait, c'est ça qui est l'explosion de la incroyable. créativité ne peut pas faire l'objet d'une échelle hiérarchique comme ça temporelle. D'un seul coup, il y a une explosion symbolique qui est liée à Homo sapiens qui vient d'Afrique, ça c'est indéniable, même si Néandertal n'avait pas disparu depuis longtemps, et Néandertal était bien plus smart qu'on ne l'imagine, mais très clairement, alors que les scientifiques se posent des questions, les grands artistes contemporains perçoivent exactement la qualité artistique. Et ça va libérer, en fait, une partie de l'art contemporain. Et aujourd'hui, on l'a vu, on a eu des expositions au Musée de l'Homme ou ailleurs qui mettent en relation les arts contemporains et les arts préhistoriques. Et je mentionne ce livre Manifeste intemporel des arts de la préhistoire que vous avez signé chez Flammarion, où effectivement on voit tout ce dialogue et ces relations et ces liens entre art de la préhistoire et des Picasso. Pierre Soulages qui adorait l'art préhistorique, il disait, de toute façon, il y a une chose qui ne trompe pas, c'est l'émotion. Voilà, pour répondre à votre question, l'émotion est là. Et donc à partir de là, vous avez tous ce sentiment, ces impressions qui sont liées à l'esthétique et qui vous emmènent évidemment sur des périodes que vous ne pouvez pas concevoir. Ce sont des durées absolument difficiles à imaginer, mais l'impression d'y être quand même, de la toucher. C'est ça qui est extraordinaire. Elle a livré tous ses mystères, la grotte Chauvet, ou des scientifiques travaillent encore Ils travaillent encore, oui, bien sûr, dans toutes les grottes. Certaines, évidemment, il y en a des récentes qui ont été découvertes comme Cussac ou autres, qui sont moins connues du grand public, mais c'est un énorme travail d'archéologie, de reconstitution. On a beaucoup de questions qui se posent. Et les relations avec l'art contemporain reposent de nouvelles questions sur l'art, vous voyez. Alors, vous êtes paléo-anthropologue, Pascal Pic. Vous êtes beaucoup intéressé encore aujourd'hui à l'Homo sapiens, mais il y a un autre homo, entre guillemets, qui vous intéresse, c'est l'Homo numericus. Absolument. On peut l'appeler comme ça ? Tout à fait. Parce que vous avez écrit ce livre, l'IA, le philosophe et l'anthropologue. Vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi le paléo-anthropologue que vous êtes s'est intéressé à l'intelligence artificielle ? Vous avez même dialogué avec elle. Eh bien, parce que le paléoanthropologue que je suis aujourd'hui était, à une époque, un étudiant en physique théorique. Donc, je suis diplômé de physique théorique, donc je savais programmer. Et quand j'ai rencontré Yves Coppens, on fête aussi les 50 ans de Lucie, comme vous savez. Donc, moi, j'étais passionné par ces périodes-là. Et puis, c'est comme ça que je rencontre Yves Coppens. Je connaissais rien en paléanthropologie, soyons clairs, je venais de physique théorique. Mais en tout cas, ce qu'ils avaient compris, c'est que je pouvais apporter des technologies et programmer. Et je me suis aperçu 30 ans plus tard, en écrivant ce livre, que j'avais créé un neurone artificiel, qu'une fonction mathématique en fait. Les neurones artificiels, ce ne sont pas des petites puces. Hein. Et donc, c'est très facile. Un neurone, vous savez, vous avez plusieurs entrées, un truc au milieu qui gère et qui envoie l'information ou pas. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des fonctions mathématiques. Et surtout, j'ai voulu montrer que il va falloir être un peu sérieux, parce que le monde dans lequel on est en train de changer très très vite avec ces intelligences artificielles. Première chose, il faut savoir que ça va inspiré de la biologie de l'évolution. Ça, c'est pas connu. Ça vient de la biologie évolutionniste. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des mondes parfaitement darwiniens, avec des systèmes complètement émergents, et ce qui re-questionne complètement le champ de la philosophie sur ce qu'on appelle la conscience, l'intelligence haute. Et il y a des différences culturelles radicalement différentes dans l'apport de ces intelligences. Et nous autres, les Occidentaux, soyons très clairs, nous sommes mal partis. La raison pour laquelle la France, l'Allemagne... Par rapport quoi, aux Chinois, par exemple ? Aux Chinois, pour des raisons anthropologiques. C'est-à-dire nous avons des croyances, nous, qui séparent le corps et l'esprit, et nous avons un rapport
d'arrogance et de mépris vis-à-vis des autres intelligences. Une partie de la culture occidentale... Ce qui nous empêche finalement Exactement. Les Japonais ne posent pas les questions que nous. Les questions qu'on se pose, nous, c'est est-ce qu'elles vont être plus intelligentes que nous? Est-ce qu'elles vont nous remplacer ou pas? Vous êtes au Japon, comme leurs croyances fondamentales ne sont pas les mêmes, la question ne se pose pas du tout. Qu'est-ce qui se pose alors, par exemple, au Japon? Pour un Japonais, toute la nature... Tout le cosmos est un même esprit. C'est global en fait, mais qui s'exprime différemment par les structures, par les matérialités. Par contre, nous, à l'autre bout de l'Eurasie, c'est que nous sommes dualistes, c'est-à-dire on sépare le corps et l'esprit, comme les Japonais, mais nous, à l'inverse, l'esprit n'est que pour nous, et les matérialités que pour les animaux, ou le reste de la nature, ou les machines. Or, la manière dont une culture regarde une machine, c'est la manière dont elle va regarder les animaux. C'est-à-dire, c'est un rapport à l'altérité, aux formes d'intelligence. Et de ce fait, le retard que nous avons en Europe n'est pas lié au fait que nous manquons de techniciens, de techniciennes et de chercheurs. Non, c'est lié au fait que nos élites, entre guillemets, pour employer un terme un peu banal, mais en tout cas, nos grands centres de décision sont quand même ancrés sur ces éléments fondamentaux de nos croyances et qui n'ont pas vu arriver ce qu'on appelait à une époque les signaux faibles. Et le problème des signaux faibles, c'est qu'on ne les voit pas, mais une fois qu'ils viennent forts, c'est trop tard. Donc, et j'ai voulu montrer... Entre d'un côté ceux qui nous disent que les machines vont nous remplacer, vont nous dépasser, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Terminator, et les autres qui disent non, certains philosophes qui disent non, il n'y a pas d'intelligence artificielle, voilà. Non, il y a un vaste monde, et j'ai voulu montrer dans ce livre qu'effectivement des questions de sciences humaines, de philosophie et d'anthropologie sont au cœur de notre compréhension, de notre participation, de notre refus, bien sûr, avec ces intelligences artificielles. Et notamment, j'ai écrit ce livre avec ChatGPT. Alors, pas la version la plus récente, j'ai voulu montrer comment j'ai évolué. Dialogué, effectivement. Dialogué avec elle, et c'est impressionnant. Que vous appelez Clara. Et vous avez été stupéfait? Mais bien sûr. Mais dans un bon sens? Mais dans le bon sens du terme. Alors, attendez, la machine ne va pas me remplacer, mais soyons clairs. Si vous posez une question idiote, vous aurez une réponse idiote. Si vous posez une question intelligente, vous aurez une réponse intelligente. Et très clairement, ça va dépendre effectivement de votre coévolution avec les machines, avec, comme je décris dans ce livre, attention, ce rapport aux machines devient très vite un espèce de double numérique de ce que vous êtes. Je vous donne un exemple. À un moment, chaque GPT me donne 2 réponses et me demande de choisir. Et là, je sais qu'en fonction du choix que je vais faire, ça orientera les choix qui viendront. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je suis très surpris quand je circule dans le monde économique et social, notamment auprès des grandes entreprises ou ailleurs. Je demande qui utilise une IA générative. Vous avez 10-15% des gens qui lèvent le doigt. Et ensuite, d'une manière un petit peu timide. Et là, ça pose un problème parce qu'il va falloir apprendre à travailler collectivement. Parce que vous êtes 10 personnes à travailler, ben vous serez 20 avec vos intelligences artificielles. Donc c'est toute une nouvelle approche dans les métiers intellectuels. Alors, tant que les robots remplaçaient les ouvriers et les gens qui avaient des travaux manuels, ça ne paniquait pas chez les intellos. Mais aujourd'hui, les intellos paniquent et il ferait bien de se dépêcher parce qu'on est très en retard sur la philosophie des technologies. Merci Pascal Pic. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, l'IA, le philosophe et l'anthropologue. L'anthropologue, c'est vous. Merci d'avoir été avec nous. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. On se retrouve, nous, à la rentrée. Je vous souhaite un très joyeux Noël et de très joyeuses fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, Point de vue, ça continue encore jeudi et vendredi. Et c'est Vincent Roux qui sera aux manettes. À bientôt.